Donc, dans la précédente partie, on a discuté de la question de la légitimité du tirage au sort versus l'élection. Hein? Et puis, j'ai expliqué que, dans ma perspective, le tirage au sort doit primer en termes de légitimité sur le principe électoral, qui est un principe moins démocratique. Dans cette section-ci, ou dans cette, pas cette section, mais dans cette présentation-ci, pardon, je veux raconter trois histoires essentiellement. Hein, de trois événements ou trois moments dans l'histoire où on a utilisé le tirage au sort. Et je ne vais pas y aller en ordre chronologique, en fait, je vais même y aller un petit peu en reverse. Hein, je vais commencer par le plus récent puis finir par le plus ancien pour donner un petit peu une idée de comment on a pu utiliser le sort dans l'histoire, puis je vais rapporter donc des moments ou des expériences qui sont pertinentes, entre autres au groupe constituant, mais aussi à la proposition que je formule. Parce que d'une certaine manière, la proposition que je formule, hein, c'est de prendre l'exemple d'une certaine manière, c'est pas inspiré de ça, mais c'est prendre le groupe constituant qui se penche sur la Constitution québécoise, et au lieu d'en faire un événement ad hoc consultatif qui va présenter une proposition qui ne sera pas adoptée de facto là, par l'Assemblée nationale, bien sûr, hein, c'est d'en faire plutôt une Assemblée permanente qui a un pouvoir décisionnel. Hein. Fait que c'est de prendre un peu ce mécanisme-là, de l'améliorer, bien sûr, puis de mettre en place certaines précautions, là, et puis de lui donner un pouvoir réel. Hein, au lieu d'être un pouvoir tout simplement délibératif puis consultatif. Et puis, dans la modernité, depuis qu'on a redécouvert, j'arriverai aux trois propositions après, mais depuis qu'on a redécouvert le tirage au sort depuis 30 ou 40 ans, hein, il y a eu, on pourrait dire, trois camps qui se sont créés autour de ça. Hein. Il y a... ou pas exactement trois camps, mais il y a trois types d'utilisation qu'on peut en faire. Puis il y a même un camp, si on peut dire, entre guillemets, là, ou un groupe de personnes hein, qui ont considéré quelque chose qui n'avait pas été considéré par les autres, puis donc qui ont comme développé un peu leur propre idée, si on peut dire. Ceci pour dire que, hein, dans le premier groupe ou le premier camp, hein, on a les gens qui ont fait des expériences avec le tirage au sort, mais surtout par curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passait quand on avait des citoyens tirés au sort comme ça puis qui délibéraient. Puis c'est bien intéressant parce que là, ils se sont penchés sur le mécanisme, comment ça fonctionne à une assemblée qui est constituée par le sort comme ça. C'est un petit peu comme si on allait dans le groupe Constitution au Québec, hein, puis que avant d'avoir commencé l'expérience, qu'on pose la question à tous ces citoyens-là, tu sais, ben, cet exemple-là, ça pourrait être un petit peu moins bien, mais c'est comme si on leur posait la question, qu'est-ce que vous voulez comme constitution, avant de commencer les débats. Hein? Puis là, qu'ils nous disent, ben nous, moi je pense que telle question, c'est important, telle autre. Mettons, énoncez-nous les trois questions les plus importantes d'après vous à mettre dans la constitution, les trois éléments que vous aimeriez qu'ils soient là. Hein? Puis c'est un peu comme si, à mi-chemin, hein, on leur avait reposé cette même question-là, puis qu'à la fin, on leur avait reposé cette même question-là. Puis là, on s'est mis à analyser donc les différences entre comment leurs propres opinions ont évolué à l'intérieur de cette délibération-là. Puis on est même rentré dans les discussions pour tenter de déterminer par quel processus exactement, hein, à quel moment ils ont changé d'idée. Tu sais, dans quelle mesure, combien de personnes ont changé d'idée, dans quelle mesure ils ont changé d'idée, puis comment que ça s'est fait d'une certaine manière. Fait qu'il y a une étude profonde hein, de ces mécanismes-là. Et puis, donc, dans le monde académique, on a développé un terme hein, qu'on a un peu plaqué ou mis autour de ce phénomène-là dans un ensemble d'expériences qui étaient à vocation pratiquement tout le temps consultative. Hein. Et le terme qu'on a utilisé, c'est la démocratie délibérative. Hein. Délibératif, ça veut dire débattre, ça veut dire donc discuter. Hein. Puis donc, c'était l'idée qu'on étudie une délibération citoyenne hein, qui se produit. Mais il y avait un implicite dans leur délibératif qui était en fait en utilisant le tirage au sort. Pratiquement tout le temps, là, il y a peut-être quelques petites exceptions, des moments où ce n'était pas un sort parfait, mais tu avais l'idée d'étudier une délibération dans
dans une assemblée tirée au sort comme ça. Mais la question, l'aspect un peu implicite, c'est que, bon, il y avait ces expériences-là qui étaient faites par curiosité, si on peut dire, mais dans ce camp-là, hein, on va retrouver aussi des gens qui, pour eux, hein, le tirage au sort peut être un complément à l'élection, mais n'est pas doit être un complément inférieur. C'est-à-dire que on peut consulter la population de cette manière-là, par exemple, hein, mais pas au point de lui donner un pouvoir décisionnel. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui s'intéresse à la démocratie délibérative sont de cet avis-là, mais disons que pour certaines personnes, ça se limite à consulter comme ça. Hein. Mais ensuite, justement, on en est arrivé dans certains cas à se poser la question, là, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec cet outil-là? Tu sais, dans nos grands États démocratiques, on sait qu'ils utilisaient ça à Athènes, puis là, on l'aurait découvert, on a développé la sélection aléatoire depuis, hein, comme science. Eux utilisaient le tirage au sort, puis on a développé la sélection aléatoire comme une science plus rigoureuse. Puis donc, on en est venu à se poser la question, comment est-ce que cet outil-là peut être utilisé dans nos systèmes politiques? Puis, il y a un certain moment où on a trouvé en fait une fonction directe puis appliquée pour en faire usage. Hein. Puis, un de ces moments-là, desquels je vais parler quand je vais arriver aux trois assemblées de lesquelles je veux discuter, hein, qui était l'Assemblée constitutionnelle de l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique sur la réforme du mode de scrutin. Et à ce moment-là, on a utilisé le tirage au sort avec un pouvoir qu'on a donné à cette assemblée-là, qui était de convoquer un référendum sur la question qu'eux-mêmes débattaient et allaient proposer au peuple. Hein. Puis donc, on leur a donné ce qu'on appelle une assemblée ad hoc, donc une assemblée qui existe juste une fois puis qui est dissoute après, mais auquel on a donné un pouvoir réel. Hein. Puis quand même significatif. Hein. Cette assemblée-là, en passant, hein, a une importance assez importante dans mon propre cheminement intellectuel, entre guillemets, là, dans le sens que c'est basé sur cette expérience-là que je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose d'encore plus intéressant que ça, hein? Ou d'aller un petit peu plus loin que d'avoir une assemblée qui est juste ad hoc. Hein? Et puis donc, dans ce deuxième camp-là, qui se définirait aussi comme la démocratie délibérative, hein, tu as l'idée d'utiliser le tirage au sort, mais de manière un peu complémentaire à la démocratie, plus que de changer le système démocratique électoral pour intégrer une composante du sort. Mais incidemment, j'allais dire inévitablement, hein, il y a des gens qui ont regardé ça puis se sont dit, là on a quelque chose d'intéressant, puis on pourrait même refonder des États nouveaux sur ce principe-là et corriger un ensemble de problèmes qui nous dérangent profondément, hein, dans le système électoral avec les partis politiques et tout ça. Et au lieu d'avoir, pas nécessairement qu'on va nécessairement tout refaire cet aspect-là, mais au lieu de n'avoir que ça, hein, on pourrait intégrer une partie de sort, hein, et peut-être même, dans l'esprit de certaines personnes, évacuer une grande partie des élections et utiliser le tirage au sort de manière beaucoup plus régulière. Et donc, il y a d'autres personnes, hein, desquelles je fais partie, qui se sont penchées sur le tirage au sort comme mécanisme potentiel pour fonder un autre type d'État ou aller à un autre niveau démocratique, si on peut dire. Hein. Puis donc, pour amener la démocratie à un autre niveau. Et dans la partie 8, hein, je vais discuter des propositions de ces gens-là, mais ce groupe-là, c'est pas doté d'un nom, hein, mais reste un peu à la marge, si on peut dire, de la démocratie, des autres partisans de la démocratie délibérative. Mais il y a de plus en plus de gens qui se posent la question, par exemple en Europe, je sais qu'il y a des jeunes intellectuels qui regardent le système européen et qui se disent, on pourrait utiliser le sort. Tu sais. Et donc, eux en font partie pour ça aussi. Mais ce groupe-là, c'est pas doté exactement d'une identité en se mettant un label. Tu sais. Personnellement, j'ai tendance à qualifier ces gens-là de partisans d'une démocratie citoyenne pour les distinguer de la démocratie délibérative qui est juste finalement un peu plus consultatif habituellement comme idée. Hein. Puis autour de cette
entre cette division-là, encore une fois, hein, tu as d'un côté les gens qui pensent que le tirage au sort devrait primer en termes d'importance puis en termes de légitimité politique, prime sur l'élection. Et puis de l'autre côté, tu as les gens qui pensent que l'élection devrait primer sur le tirage au sort et donc que le tirage au sort a simplement une fonction consultative ou ad hoc ou à la charge finalement des élus. Je m'inscris dans le camp de la démocratie citoyenne de manière absolument claire. Pour moi, il me semble un peu aberrant, en fait, d'avoir l'autre pensée, mais là, il faut quand même accepter que les gens pensent différemment. Mais on peut dire essentiellement qu'il y a des gens qui voudraient rester dans un système basé sur la démocratie électorale, mais intégrer une petite partie de sort qui serait soumise finalement à la logique du système électoral elle-même. Et donc, bon, ça c'est une grande division au niveau de la pensée. Puis là, je veux rentrer dans trois exemples. Les deux premiers font partie, le premier surtout fait partie du camp de la démocratie délibérative. Le dernier, d'une certaine manière, en fait le dernier c'est Athènes, mais ça fait partie de l'autre camp en ce sens que dans la cité-État d'Athènes, on utilisait le tirage au sort. Et puis, le deuxième, c'est l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique, qui est un petit peu à la mi-chemin entre les deux. Puis donc, qui est comme l'intermédiaire qui fait en sorte que les deux camps quand même se parlent. Puis donc, ce que je veux faire, c'est raconter un peu l'histoire de ces trois moments historiques-là, ou trois assemblées-là, pour expliquer diverses choses, puis un peu pour illustrer aussi, parce que je considère que c'est un petit peu abstrait comme discussion sinon. Et donc, on va commencer par une assemblée que j'ai eu l'occasion de voir en Australie. On va voir qu'il y a un point pertinent que je veux faire là, par rapport à cette présentation-là en passant. C'est pas juste raconter une histoire. Et cette assemblée-là en Australie, c'était un peu comme le groupe Constitution au Québec, sauf que au lieu d'avoir un mandat très large de formuler une constitution pour les Québécois, et là je me permets d'en rire un peu, parce que, à mon avis, ce mandat-là est beaucoup trop large. Puis c'est la raison pour laquelle je vais reparler de ça dans la partie 3, mais à mon avis, ce mandat-là est tellement large que c'en est quasiment un petit peu, disons que il y a peut-être, ça suscite certaines questions, on pourrait le dire comme ça. Mais cette assemblée-là en Australie avait une idée aussi qui est extrêmement large. Puis on avait posé la question à ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous, pour améliorer notre démocratie? Puis d'une certaine manière, c'est un peu c'est drôle à dire, c'est une question qui peut sembler moins importante que de faire la Constitution, mais ça reste que c'est la question première qu'on aurait dû se poser avant de débattre la Constitution. Parce qu'il y a différentes philosophies par rapport à la Constitution. Il y a une philosophie qu'on voudrait juste entériner un état de fait. On voudrait juste consacrer ce qui existe, mettre ça dans un document pour dire qu'on existe, puis montrer ça à nos voisins. Mais tu as une autre philosophie aussi qui voudrait que la Constitution serve au Québec pour aller de l'avant. Donc, pour changer les choses, pour consacrer un autre état de fait qui va de l'avant, puis qui s'inspire des mouvements comme l'indépendance ou la révolution américaine et puis d'autres mouvances du même genre. Et puis donc, la question qu'on posait à ces citoyens-là était d'une certaine manière très importante et allait dans cette perspective-là. Puis par ailleurs, leur débat recroisait, de ce que je peux voir, là, parce que je connais moins les vôtres, mais recroisait substantiellement le type de débat qu'il y a à l'intérieur du groupe Constitution. Il y avait une différence dans l'organisation, que là-bas, il y avait une personne assez fortunée qui avait donné un gros chèque parce qu'il était intéressé à ça. Je pense qu'il avait donné quelque chose comme 1 million à certains académiques pour organiser ça, mais le financement n'était pas si énorme que ça pour l'organisation en question. Et il y a une grande partie des débats qui se sont faits de manière électronique avant qu'on ramène tout le monde à une assemblée à Canberra, et qu'on débatte, qu'on débatte pendant une fin de semaine. Fait qu'essentiellement, c'était un débat qui s'était préparé longuement auparavant, mais qui culminait dans cette fin de semaine-là.
Puis donc, d'une certaine manière, c'était plutôt court, mais il y avait eu assez de préparation pour que quand même il ait pu avoir assez de cogitation au niveau de avant d'arriver à leur conclusion. Et c'est justement la conclusion à laquelle cette assemblée-là est arrivée est, à mon avis, celle à laquelle le groupe Constitution devrait, si je peux me permettre de le dire, avoir l'humilité d'arriver. Et je vais expliquer ce que je veux dire dans le processus d'en parler, mais essentiellement, quand ces gens-là sont arrivés, dans les débats électroniques qui précédaient, il y avait un ensemble de questions comme est-ce qu'on veut avoir un mode de scrutin proportionnel, est-ce qu'on veut avoir une charte des droits, il n'y avait pas de charte des droits là-bas, un Bill of Rights, est-ce qu'on veut avoir des choses comme l'initiative citoyenne. Tu avais un ensemble de patentages techniques qui sont tous un peu compliqués, puis on voulait que ces citoyens-là nous disent, tu sais, oui, nous, on veut ça, on veut pas ça. Un petit peu comme dans l'intérieur de l'Assemblée Constitution, on veut que vous décidiez ou que vous vous prononciez sur des grandes questions comme celle-là, et la manière qu'on les présente, c'est tout un petit peu des questions quand même qui nécessitent réflexion puis approfondissement. Autrement dit, c'est pas en faisant une consultation large avec la population, puis en ayant d'une certaine manière une question ouverte, qu'est-ce qu'on met dans la Constitution, que vous allez pouvoir aller dans le détail puis faire des propositions de qualité sur ces questions-là. C'est impossible parce qu'il y en a trop puis vous n'avez pas le temps. Mais eux, justement, ils étaient confrontés à cette question-là aussi. Puis donc, quand on est arrivé dans la fin de semaine, moi, j'étais juste un observateur. J'étais le Québécois en cavale, si on peut dire. Je me promenais et puis je suis allé voir différents professeurs qui s'intéressaient au tirage au sort là-bas. Puis il y a une des personnes qui m'avait invité à cette assemblée-là. Et donc, j'étais un observateur étranger. J'étais là juste par curiosité. Mais quand les débats ont commencé, c'était assez drôle par ailleurs, parce que des fois, ils me demandaient qu'est-ce que je pensais, mais je ne pouvais pas répondre, parce que j'avais pas pas parce qu'on m'avait dit de ne pas répondre, mais parce que je ne voulais pas influencer leur décision, même leur donner des idées, me semblait comme un peu orienter la chose. Mais dans cette assemblée-là, donc, au début, il y avait un ensemble de questions techniques comme ça, mais dans le processus de la fin de semaine, qui était bien organisé, puis les organisateurs s'étaient assurés que, un peu comme vous, il y était chacun une table d'à peu près 7 personnes, puis il y avait chacun se réfléchissait à la question, puis on mettant des choses de manière prioritaire, pour ensuite les redigérer ensemble, puis en venir à faire des priorités de l'ensemble du groupe. Donc, il y avait des petites discussions qui se mélangeaient avec une discussion en plénière, il y avait comme des commissions puis une plénière. Puis donc, dans les discussions au début, c'était toutes des questions techniques comme ça. Et puis là, au cours de la fin de semaine, il y a comme eu un switch. Excusez-moi pour le terme, là. Mais il y a eu, les citoyens ont jasé pendant qu'ils étaient là, puis là, ils vivaient ensemble dans une résidence universitaire après. Ils logeaient chacun dans une chambre universitaire. Fait que là, le soir, ils continuaient de jaser. Puis c'était bien le fun de voir ça. Ils jasaient entre eux, puis discutaient entre eux des sujets qui étaient là. Puis c'était intéressant aussi parce que en même temps, on s'apercevait qu'ils prenaient ça à cœur. Que c'était pas juste oui, on va faire ça, puis on va voir, là, mais ils étaient passionnés parce qu'il n'y avait jamais eu le pouvoir, il n'y avait jamais eu, on n'avait jamais pris l'occasion, on prend jamais l'occasion de demander aux gens ce qu'ils pensent. Puis là, il y avait l'occasion vraiment de dire quelque chose qui peut avoir une incidence sur le reste de leur société. Autrement dit, ils faisaient l'expérience du politique. Puis, justement, ils ont réalisé, en faisant cette expérience-là, qu'ils ne comprenaient pas. C'est drôle à dire, mais ils ont réalisé que ces questions-là, ça les dépassait, puis qu'ils ne comprenaient pas suffisamment bien le système politique pour pouvoir se prononcer sur les questions qu'il y avait devant eux. Fait que pour des techniciens, technocrates, entre guillemets, comme moi, là, qui regardaient ça, puis qui ont leurs idées techniques plutôt claires, j'étais là, ça
ça me dérangeait d'une certaine manière. Ben, d'un autre point de vue, ça me fascinait, mais ça me dérangeait en ce sens que je me disais, merde, si la population n'est pas capable de comprendre ces questions-là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais bon, sur le coup, j'ai pas réagi comme ça, puis on a réalisé cette dérive-là à la fin de toute manière, les gens qui étaient observateurs puis les organisateurs. Mais essentiellement, tu as comme une transition, une translation vers l'idée essentiellement qui manquait d'information, puis qui manquait d'éducation puis de préparation pour comprendre leur régime politique. Puis donc, ces gens-là ont le bon sens de dire, dans le fond, notre système politique, on ne le comprend pas. Mais ils n'ont pas arrêté là. Ils se sont pas dit, on ne comprend pas, on rentre chez nous. Ils se sont dit, on ne comprend pas, puis donc, puis là, c'est là que c'est un petit peu... pas humiliant dans le sens francophone du terme, mais humbling, qu'on dit en anglais, en ce sens que ça a permis à des gens comme moi d'être un peu plus humbles par rapport aux idées plus techniques que j'avais, entre guillemets, c'est qu'ils en sont venus à la conclusion qu'il fallait avoir une meilleure éducation politique. Et puis là, ils n'ont pas arrêté là. Ils en sont venus à la conclusion, finalement, qu'il fallait avoir une meilleure éducation politique à l'école pour tout le monde, qu'il fallait en particulier que les jeunes soient mieux informés de la question, puis il fallait aussi une éducation politique sur comment ça fonctionne, sur ce patentage-là de la société civile puis des différentes organisations dans la société civile, parce que ça aussi, ça fait partie d'améliorer la démocratie. Donc, autrement dit, leurs 3 premières propositions, éducation générale des jeunes en particulier, et puis participation à la société civile, sont devenues les 3 principales propositions qui sont ressorties de l'Assemblée. Fait que c'était bien intéressant. Ça commençait avec un tas de patentage technique, puis ils en sont arrivés à la conclusion que non, ce qu'il faut, ce qui est le prioritaire, en fait, c'est l'éducation, qu'on comprenne le système politique, puis ensuite, on pourra se pencher dessus. Puis d'une certaine manière, c'est très révélateur aussi de la réalité politique dans laquelle on vit. C'est que les gens ne comprennent même pas comment ça marche le système politique. Ils écoutent la TV, puis c'est ça qui leur... pour eux, c'est ça le système politique. Puis donc, on n'a pas d'éducation politique à l'école, ou si on en a, elle est plutôt mauvaise. On n'a certainement pas un cours pour expliquer aux gens comment s'impliquer dans différents mouvements sociaux, puis comment participer à leur société autrement que dans le cadre institutionnel en tant que tel, et etc., etc. Et puis donc, on n'a jamais... parce qu'on ne vit pas dans des véritables démocraties, le pouvoir s'est jamais vraiment préoccupé finalement de si les gens comprennent vraiment ou non. Parce que dans le fond, pour beaucoup de personnes qui ont du pouvoir politique, là, c'est pas très intéressant d'avoir des citoyens plus alertes et plus informés, parce qu'ils savent bien qu'ils vont les pointer du doigt et qu'ils vont leur dire qu'ils font mal leur job. Ils sont pas, sont pas idiots. Il y en a beaucoup qui le sont, excusez-moi de le dire pour de vous dire le fond de ma pensée, mais ils sentent qu'il y a une menace là, d'avoir une éducation qui est meilleure pour la population. Puis donc, mais peu importe, là, c'est des accusations personnelles, entre guillemets, là c'est pas des personnes en particulier que je vise, mais c'est remontrance qu'on pourrait faire à la société politique du Québec et ailleurs. Peu importe ces remontrances-là, ce qui est absolument clair, c'est que ces citoyens-là ont réalisé qu'ils comprenaient mal, tout simplement, leur système politique, puis qu'ils devaient mieux le comprendre avant de pouvoir se prononcer sur des grandes questions comme celles qui étaient portées devant eux. Puis donc, leur solution pour améliorer leur démocratie, c'était commencer par l'éducation politique des gens en général. Ils ont quand même décliné leurs idées. Fait que c'était intéressant parce que c'était pas bénin, d'une certaine manière, là, de se faire dire ça pour des gens comme moi, qu'il faut commencer par là, puis non pas en poussant pour des idées techniques comme ci, comme ça. Je continue malheureusement de pousser pour des idées techniques parce que c'est un peu ma carrière, entre guillemets, là, mais ça m'a quand même permis de réaliser qu'une assemblée comme ça pouvait donner des résultats très intéressants, et puis de 2, que leur conclusion, en l'occurrence, était très pertinente. Puis d'ailleurs, je vous encouragerais d'une certaine manière, s'il y a place à l'intérieur de vos commissions thématiques, là, dans le groupe Constitution, de vous pencher sur cette question-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans la Constitution, mettre qu'il faudrait que le monde comprenne c'est quoi le système politique dans lequel on vit? Ça semble idiot le dire, mais je veux dire, ça va de soi. C'est tellement basique
qu'on devrait en fait en faire d'une certaine manière un droit, hein, quasiment peut-être un devoir citoyen d'avoir une formation suffisante sur cette question-là. Parce que, bien sûr, on va participer au système politique toute sa vie, puis le mieux que les citoyens comprennent comment ça fonctionne, hein, le mieux qu'ils vont être en mesure d'apprécier la chose politique, puis pas se faire rouler par des gens dans les médias ou ailleurs qui veulent les pitcher d'un bord ou les pitcher de l'autre. Hein. Autrement dit, ils vont être des vrais citoyens s'ils comprennent mieux, hein, ils vont être des meilleurs citoyens s'ils comprennent mieux comment le système politique lui-même fonctionne. Puis le lien qu'il y a à faire avec l'Assemblée constituante, c'est qu'en fait, ce que je propose à l'Assemblée constituante, c'est un peu d'en arriver à la même conclusion que eux. Bien, je constate que la question qui est posée est un peu différente. Là, c'était améliorer la démocratie versus faire la Constitution. Puis on a bien organisé toutes les commissions thématiques. J'allais dire, on vous a bien organisé. Vous me pardonnerez de dire le fond de ma pensée encore une fois. Mais on a bien organisé toutes les commissions thématiques pour que vous vous impliquiez dans chaque. Puis qu'on vous a donné un peu le pattern de ce qu'on veut. Hein? Mais peut-être, hein, j'ose dire, j'espère que dans le processus de faire ça, que chacun des commissions thématiques puis que les citoyens en tant que tels vont réaliser que, wow, hein, il y a des grosses questions qui se posent, là, puis oui, on a consulté le monde, mais on est 7 personnes autour d'une table, puis dans le fond, ce qu'il faudrait, hein, c'est un lieu de débat citoyen comme le vôtre, hein, mais qui ait le loisir, le temps et les ressources pour approfondir toutes ces questions-là. Hein. Puis donc, c'est d'en arriver à la question, finalement, qu'il n'y a pas assez de temps, hein, et j'ose dire de compréhension de ces questions-là aussi pour s'y pencher dans si peu de temps surtout. Hein. En ce sens que, puis on peut en arriver à la deuxième assemblée par ce biais-là, hein, en ce sens qu'on peut prendre une question qui je ne sais même pas si elle est posée. Je pense qu'elle est posée à l'intérieur d'une commission thématique, probablement de la commission numéro 3, hein, celle sur les institutions politiques, mais pour expliquer comment l'Assemblée en Colombie-Britannique, elle, hein, qui était en 2007, vous m'excusez pour l'Australie, je ne me rappelle pas exactement de la date, c'était après tout ça, c'était après 2007, mais je n'ai pas la date exacte. Mais dans le cas de l'Assemblée citoyenne en Colombie-Britannique, hein, eux s'étaient penchés sur la question du mode de scrutin, ce qui est essentiellement 2 mots à l'intérieur d'une constitution. Hein. On veut un mode de scrutin proportionnel ou une petite phrase, là, ou 5 mots, là, mais c'est essentiellement un petit bout de phrase. Hein. Puis eux s'étaient penchés donc sur le mode de scrutin en Colombie-Britannique, mais pendant 1 an. Donc, c'était long, un peu comme vous, hein? Puis c'était à toutes les fins de semaine ou à toutes les 2 fins de semaine qui se réunissaient, puis se sont penchés sur une question comme ça pendant 1 an, puis à mon avis, je ne vais pas vous le cacher, 1 an, c'est pas assez. Hein? J'aurais préféré avoir une assemblée constitutionnelle qui peut prendre 4 ou 5 ans pour se pencher sur cette question-là de fond en comble, hein? Puis en arriver, parce que inévitablement, un citoyen part à zéro. Hein, en principe, là, évidemment, on peut connaître un peu à gauche puis à droite, mais même une personne, peu importe son niveau d'éducation, là, elle part à zéro sur la plupart des sujets. Et puis, dans un court laps de temps comme 1 an, ça peut sembler long, mais c'est plutôt court pour une question comme celle-là, il va être difficile d'arriver à une position très mature ou très bien pensée, réfléchie, comprise, hein, si on n'a pas suffisamment de temps. Et puis, à mon avis, une question comme ça devrait prendre beaucoup plus de temps. Fait qu'imaginez c'est quoi ma pensée quand je regarde le groupe, excusez-moi de le dire en riant, mais quand je regarde le groupe comme Constitution qui veut se pencher sur tout en même temps, hein, je me dis, wow, c'est fou les moteurs, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Ça n'a pas de bon sens parce que dans chacune de vos commissions thématiques, là, je peux vous apporter au moins 1 ou 2 idées, hein, qui nécessiteraient quelques semaines au moins de débat. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, enfin, je vais revenir un peu, peut-être avant de passer à l'Assemblée de Colombie-Britannique, je vais parler du groupe constituant un petit peu, de ce que je peux voir de l'extérieur. Parce que justement, ce groupe-là ressemble beaucoup plus à l'Assemblée citoyenne d'Australie, hein, où on se penchait sur la question d'améliorer la démocratie australienne, et rentre un peu dans la même catégorie. Mais c'est ça, c'est que
Voyez-vous, il y a un présupposé, à mon avis, parmi les organisateurs qui ont mis en place le groupe Constitution. Je ne sais pas exactement comment, qui a fait ça. Je sais que l'INM est impliqué, bien sûr. Je sais que j'imagine que le prof de l'université en théâtre qui a initié la chose avait sa propre idée. Hein? Et puis, je sais aussi qu'il y a un groupe d'experts. Puis, je pense qu'entre ces trois camps-là, hein, il y a un peu une idée, la préconception que moi j'ai décelée un petit peu dans les documents que j'ai vus. Malheureusement, là, je ne suis pas au Québec, je n'ai pas pu aller voir le groupe et assister à ces débats. Mais dans les documents que j'ai pu lire, hein, c'est qu'on a pris pour acquis que les catégories étaient déjà toutes faites et puis qu'il y a certaines grandes choses qu'on ne remet pas en question. Hein, comme, par exemple, l'Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif. Hein, et comme le fait qu'il faut un processus de révision constitutionnelle, puis que ça va de soi que ça va être dans les mains de l'Assemblée nationale d'avoir l'initiative en matière de révision constitutionnelle. Hein. Ces questions-là, on les a, du fait qu'on a pris un peu ça pour acquis, hein, d'une certaine manière, on ne remettra pas en question ces grandes institutions-là, hein, donc il est logique à ce moment-là, d'une certaine manière, de restreindre le temps alloué à l'Assemblée Constitution pour débattre de ces questions-là, en ce sens que si on ne remet pas des fondements comme ça en question, hein, on peut peut-être clairer certaines choses, plus de choses, plus rapidement. Je ne dis pas que ça justifie nécessairement de le faire si rapidement que ça, mais disons que ça va dans la même logique. Hein. Le problème personnel que j'ai avec ça, mais le problème plus large aussi de cette manière de fonctionner-là, c'est que quand on discute d'une constitution, hein, quand on discute de changer la constitution ou en faire une, il faut se pencher sur d'autres idées que ce qu'on a comme réalité existante face à nous. Hein. Autrement dit, tu as des gens au Québec qui veulent juste consacrer un état de fait puis dire on a une constitution. Hein. Puis je ne vous dirai pas dans quel camp politique ces gens-là sont parce que c'est plutôt évident, mais pour eux, ça constitue d'une certaine manière une affirmation d'une identité nationale. Hein. Puis j'ai rien contre ces gens-là, puis je fais même partie, je ne vous le cacherai pas, je fais partie du camp indépendantiste ou nationaliste au Québec. Hein. Et donc, pour moi aussi, c'est important, hein, du moins c'est concevable, hein, si on peut dire, d'avoir un État indépendant. Mais ce qui est clair, c'est que je ne conçois pas la Constitution comme étant simplement un marqueur de l'identité nationale. Hein. Pour moi, c'est le document le plus important. Ben, ça l'est pour beaucoup de gens, là, pour n'importe qui s'intéresse à la politique. Mais l'esprit dans lequel j'aborderais une discussion constitutionnelle, c'est, premièrement, est-ce qu'on veut continuer avec le système démocratique qu'on a puis sur lequel on se plaint continuellement au Québec, hein, ou est-ce qu'on veut le changer? Hein? Puis, au-delà de cette question-là, on devrait se poser la première question, c'est quel régime politique on veut. C'est ça la vraie question qu'on se pose quand on veut faire une constitution, c'est qu'est-ce qu'on veut comme régime politique. Hein? Puis la deuxième, c'est ce qu'on a, ce qui est existant, est-ce que ça va ou est-ce qu'on veut le changer, l'améliorer ou adopter d'autres choses. Hein? Puis vous pourrez comprendre que pour se poser cette question-là, il faut être exposé à différentes idées, hein, mais prendre son temps aussi. Puis c'est pas nécessairement en faisant une consultation large puis en allant voir les points de consensus dans la population québécoise qu'on va en arriver à identifier les meilleures idées. Puis ça, c'est un autre problème qu'il y a dans une assemblée comme la vôtre. Hein, c'est qu'on a probablement, enfin, je le pense, hein, je le pense, là, mais à mon avis, on vous a un petit peu mis dans la tête qu'il fallait dégager les points de consensus dans la population québécoise, hein, puis isoler ces éléments-là, puis les mettre dans la Constitution. Hein. Pour moi, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est dégager les meilleures idées dans chacune des commissions thématiques pour prendre cette structure organisationnelle-là, et puis ensuite étudier ces idées-là entre elles, hein, par rapport à ce qui est existant pour voir s'il n'y a pas lieu de changer les choses dans certains cas. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut non seulement dégager des consensus, mais il peut y avoir un ensemble d'idées
qui ne sont pas du tout consensuels, puis qu'il y ait une personne, deux personnes, trois personnes, 10 personnes, peut-être même des étrangers qui ne sont pas québécois, hein, qui ont cette idée-là, mais que cette idée-là mérite d'être étudiée parce qu'elle porte sur le sujet en question. Hein. Puis l'idée que j'amène devant vous, je ne vous cacherai pas que c'est une comme celle-là. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus vous proposer quelque chose comme ce que je vais faire, hein, d'avoir une assemblée constitutionnelle permanente qui soit constituée par le sort. Mais ça me surprendrait qu'il y ait une très grande majorité d'intervenants qui ont exposé cette idée-là. Hein? En ce sens qu'à mon avis, il y en a peut-être. Ça me surprendrait qu'il n'y en ait pas, là, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas beaucoup qui l'ont fait avec, disons, plus un projet plus substantiel. Hein? Peut-être que certaines personnes ont un peu l'idée comme celle que je vais énoncer, mais dès qu'on énonce une question comme ça, hein, si on veut la prendre sérieusement, on ne peut pas traiter ça dans une commission de 7 personnes pendant un an. C'est dommage à dire, mais il faut beaucoup plus de temps que ça. Hein. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir un avis pour faire un avis sur la question. En fait, vous êtes dans une position idéale, dans votre cas, étant tiré par le sort pour vous réfléchir à l'idée que je vais vous proposer. Sauf que, c'est la raison pour laquelle je vous la propose, sauf que, hein, vous comprendrez qu'un changement comme ça, hein, comme je le dis, ça ne se fait pas sur un coin de table. Et puis donc, c'est nécessaire d'avoir une réflexion beaucoup plus large. Puis donc, si on ouvre cette porte-là, si on va, autrement dit, vers un changement constitutionnel au lieu de se contenter d'un statu quo constitutionnel, hein, ben là, l'amplitude des débats grossit. Hein. D'où la nécessité d'avoir une institution et un endroit à l'intérieur de notre société où c'est possible de tenir ces débats-là. Hein. Et donc, à mon avis, hein, le groupe constituant devrait en arriver à la conclusion suivante qu'ils peuvent faire des recommandations préliminaires ou provisoires, hein, sauf que qui ne sont pas dans une position pour approfondir suffisamment les questions pour dire qu'ils ont vraiment vidé la question. Pour des gens qui ne veulent rien changer, hein, puis je sais qu'il y a certains des experts, des académiques qui ont peut-être conseillé ou qui ont intégré le groupe d'experts ou qui ne veulent pas changer grand-chose, hein, qui veulent peut-être ajouter, je ne sais pas, un mode de scrutin proportionnel dans la Constitution. Je comprends que ce n'est pas nécessaire. Hein? Pour eux, c'est beaucoup plus simple d'avoir une assemblée qui fonctionne un an puis qui met un rubber stamp sur l'idée générale du peuple ou leurs idées et puis qu'on va de l'avant comme ça. Hein? Sauf qu'on va de l'avant. Au fond, on reste en même place en faisant ça parce qu'on ne fait rien si on fait ça. On fait juste dire ce qu'on a au Québec. Mais c'est pas super intéressant. Enfin, ça ne changera pas la vie de grand personne si on fait juste dire qu'est-ce qui existe déjà. Les gens savent déjà qu'il y a une Assemblée nationale au Québec en passant. Puis, ils savent déjà que c'est le fleur-de-lysée qui est le drapeau du Québec. Et puis donc, de consacrer ça dans un document, puis même d'énoncer les valeurs, c'est beau, puis tout ça, mais ça ne changera rien. La vraie question, c'est le régime politique qu'on a, est-ce qu'on veut le garder ou non? Hein? Puis c'est vraiment une grande, c'est évidemment une grande question, hein, qui, en tant que telle, hein, ouvre la porte, disons, à une délibération plus large. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas discuter de la question, hein, au contraire, mais je suis en train de dire que il faut être raisonnable, hein, puis comprendre qu'une discussion comme celle-là va prendre beaucoup de temps. Et puis donc, la recommandation que je vais formuler à l'Assemblée, hein, va être celle au lieu, hein, de tenter de vider toutes ces questions-là, de dire que de manière provisoire, eux en sont arrivés de manière préliminaire, hein, que vous en êtes arrivés à ces conclusions-là, mais qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une assemblée, un lieu permanent de discussion sur ces questions-là, avec un pouvoir réel, hein, un pouvoir de proposition réel, qui puisse initier un référendum et faire en sorte que la population pas juste se penche, mais se prononce, sur ces questions-là. Hein. Si vous en arriviez dans votre contexte à cette conclusion-là, hein, j'ose dire que je serais fier de vous. En ce sens que je pense que vous auriez réalisé ou compris, hein, que cette expérience-là du groupe Constitution aurait été intéressante. Si en revanche vous n'arrivez pas à cette conclusion-là, vous allez peut-être me passer de commentaires, mais je vais être nécessairement un peu déçu. Parce que je vais me dire que
que, enfin, on en parlera si jamais ça arrive. Mais en ce sens que, pour moi, ça serait extrêmement frustrant, en fait, hein, d'avoir des citoyens qui se penchent sur un an sur des questions comme celle-là, et puis qui ne réalisent pas que l'importance de ces questions-là et le fait qu'on doive les digérer beaucoup plus et qu'on ne peut pas le faire en ayant une constitution, en ayant une consultation, pardon, une fois comme ça, puis en se regroupant ensuite pour tenter de formuler des propositions. Hein. Puis ça, c'est un autre critique, en guillemets, du processus du groupe constitution. C'est pas exactement une critique en ce sens que je comprends qu'il y a des limites matérielles. Hein. Mais c'est que si vous vouliez faire au moins, hein, un travail adéquat, vous devriez formuler des recommandations préliminaires comme celle-là, hein, puis là, retourner consulter le peuple sur ces recommandations préliminaires-là pour que les gens comme moi sachent de quoi qu'on parle. Parce que là, c'est très vaste. On sait pas, on peut vous donner des idées, mais on ne sait pas exactement où on s'en va, puis on ne sait pas où vous êtes, vous, en termes de réflexion. T'sais. Mais si je savais où vous êtes, je pourrais tenter de vous convaincre qu'il faut aller ailleurs. Tandis que si je ne sais pas, hein, c'est dur de savoir exactement, c'est dur de formuler des recommandations sur la base d'une question ouverte. Je peux en faire, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais essentiellement, hein, dans un processus législatif régulier à l'Assemblée nationale, hein, il y a plusieurs lectures de la loi. Hein. Puis la première, c'est on propose, hein, puis là, on va chercher les amendements, puis on prend les avis des gens, puis tout ça. Puis ensuite, on va revenir, bon, il y a des commissions thématiques aussi, mais on va éventuellement revenir dans une autre lecture pour proposer une seconde fois, puis ensuite pour adopter la loi une troisième fois, habituellement. C'est un processus du genre. Hein. Autrement dit, vous devriez faire la même chose, puis après avoir fait toute la consultation, puis avoir fait l'ébauche d'un plan de constitution, vous devriez ensuite, hein, retourner voir la population, puis leur demander, là, dans tout ce qu'on a dit ici, tu sais, puis voici pourquoi on dit ça. Hein, on est allé consulter, puis voici ce que les jeunes nous ont dit, tu sais, puis est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non? Hein? Et là, les gens pourraient intervenir puis dire, ben oui ou non, on est d'accord, on est plus ou moins. Hein. Ça va un peu de soi que dans une, comme je le disais, hein, c'est une question de moyens matériels. Là. Mais il est précipité, en fait, hein, de ne simplement consulter de manière large comme ça, puis de tenter de digérer ça d'un coup, puis ensuite de produire des propositions qui vont aller dans le sens de ce que vous avez entendu, puis dans le sens de ce que vous pensez. Ceci pour dire que, hein, qu'à mon avis, hein, l'Assemblée constitution devrait peut-être s'inspirer de l'Assemblée australienne, qui, elle, a réalisé, hein, qu'elle manquait de temps puis qu'elle manquait de compréhension de la chose pour pouvoir se prononcer adéquatement sur ces questions-là. Hein. Comme je l'ai dit, je suis bien conscient au Québec qu'il y a plein de gens qui ne remettront pas en question ce que moi-même je suis en train de remettre en question. Et donc, pour ces gens-là, dans le mouvement de réforme ou dans les constitutionnalistes qui se sont adressés à vous, dans les groupes d'experts, puis probablement même peut-être à l'INM aussi, hein, ben, il y a des gens qui ne sont même pas exposés à ces idées-là. Et puis donc, eux aussi, il faut qu'il y ait l'humilité d'une certaine manière de se dire, ben cette idée-là mérite peut-être d'être considérée. Tu as gratté un peu la tête. Mais autrement dit, hein, je suis conscient pour certaines de ces personnes-là, que c'est pas nécessaire d'avoir un débat en profondeur, parce que eux savent déjà ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils veulent, c'est pas changer grand-chose. T'sais, on peut mettre des idées comme le développement durable puis le développement humain dans la Constitution, puis dire que le Parlement va faire une loi par rapport à ça. Mais ça, c'est essentiellement mettre un principe vide. Hein? C'est-à-dire qu'on ne définit pas la chose, puis on fait juste dire l'Assemblée nationale, il faudrait qu'elle en jase, puis qu'elle fasse des lois ensuite. T'sais. C'est pas exactement... il n'y a rien dans une proposition comme ça. Vaut mieux rien mettre dans la Constitution que plutôt mettre ça. C'est-à-dire que ça sert un petit peu à quelque chose, là, mais ça ne sert pas à grand-chose, puis ça ne changera rien, hein, à la réalité politique présente d'adopter cette disposition-là ou ne pas l'adopter. Hein. Par exemple, je prends un exemple en particulier, là, mais c'est pour illustrer. Hein. Puis donc, si on ne veut pas changer beaucoup les choses, évidemment, on peut aller plus vite. Mais si on veut même peut-être pas les changer, mais se poser la question si on veut les changer, ben là, il faut prendre un petit peu plus de temps puis se permettre de réfléchir.
Hein. Autrement dit, par exemple, l'idée d'assemblée constitutionnelle que moi je vais vous proposer, supposons qu'il n'y ait personne d'autre qui l'ait faite au Québec. Hein. Peut-être qu'il y en a. Là. Je sais qu'il y avait un parti politique qui allait un petit peu dans ce sens-là, un micro-parti, là, mais un parti politique. Hein. Mais supposons que vous en arriviez à la conclusion que, dans le fond, hein, c'est peut-être ça qu'il faut retenir comme idée. Hein? Puis c'est ce que je défends comme position par ailleurs. Hein? Là, ça serait absolument légitime, hein? Du fait que cette idée-là, c'est pas une idée très répandue, puis que vous, malgré le fait que c'est pas répandu, vous la reteniez, que vous retourniez, voir la population, puis vous leur posez la question. T'sais. Nous, après tous nos débats, on est arrivé à la conclusion que cette idée-là, ça mérite au moins d'être étudiée. Hein? Vous pouvez peut-être être d'accord avec l'idée, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant que citoyen? Êtes-vous d'accord qu'on devrait mettre ça en place? T'sais? Mais, autrement dit, faire ça, ce ne sera pas possible dans le cadre actuel de l'organisation des discussions. Hein. Ceci pour dire que je suis bien conscient qu'il y a des contraintes de temps, puis que, bon, les organisateurs avaient une certaine idée, et puis que c'est rare les gens aussi, parce qu'il n'y a pas de débat constitutionnel dans nos sociétés, qui sont initiés à ces questions-là. Hein. Même parmi vos professeurs d'université, je suis absolument certain que les 5 personnes que je vais mentionner dans la partie 7 qui ont énoncé des modèles utilisant le tirage au sort dans le système politique sont probablement inconnus de ces gens-là. Hein. Pour vous donner une idée comment, finalement, on pourrait faire une critique de l'université puis parler de comment le système universitaire est un petit peu aussi à la charge ou à la solde de certaines autres personnes ou va dans un certain courant, là. Mais ces questions-là ne sont pas nécessairement, ces débats-là, rares sont les personnes qui sont initiées à ces débats-là, essentiellement. Hein. Sauf que, et j'ose le dire, hein, à mon avis, c'est une des questions les plus importantes qu'on devrait se poser à l'heure actuelle. Parce qu'il est clair qu'on vit dans des régimes démocratiques qui sont en crise et qui vont mal. Hein. Les gens s'en plaignent, pas juste au Québec, mais partout. Et puis la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'il faut qu'on change substantiellement quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? Et je sais bien qu'il y a d'autres personnes qui vont venir aussi vous donner d'autres idées. Hein? Il y a des gens qui vont dire, la solution à ça, non, c'est pas la démocratie citoyenne comme je le suggère, c'est plutôt la démocratie participative directe. Hein? Puis là, ils vont venir vous dire, là, c'est ça qu'il faut qu'on mette en place au Québec pour changer les choses. Il faut que les gens localement puissent décider de qu'est-ce qui se fait localement. Hein? Puis là, ils vont avoir leurs arguments, puis tout ça, puis je vais avoir les miens, puis on va plutôt bien s'entendre. Mais on n'est pas en train de proposer la même chose. On est en train de proposer 2 choses qui se concilient, là, mais qui ne sont pas la même chose. Et donc, tu sais, la première vraie question, là, comme je le dis, c'est quoi le régime politique qu'on veut au Québec? Hein? Puis, sous-entendu cette question-là, est-ce qu'on veut changer le régime politique qu'on a? Hein? Est-ce qu'on veut changer la nature des institutions qu'on a? Et donc, j'en arrive maintenant, après longtemps, peut-être que je vais en faire, si vous m'excusez, une autre présentation. Là. Je ne vais pas faire ça trop long parce que j'ai peur de... je préfère faire ça court puis les ajouter les unes aux autres. Donc, dans la prochaine présentation, je vais en arriver finalement dans celle-ci, donc, on aura parlé de l'Australie puis du groupe Constitution. Hein. Je vais rajouter un élément sur Constitution, mais dans la prochaine, on en arrivera à la Colombie-Britannique puis à Athènes antique. Hein. Je voulais ajouter un autre élément sur l'organisation, parce que, étant donné qu'on y est, là, sur l'organisation du groupe Constitution, je l'ai déjà mentionné, mais en fait, il est un peu ironique que vos commissions thématiques sont inversées. En ce sens que, puis ça vient, comme je l'expliquais, du fait qu'on a mis, entre autres, la révision constitutionnelle à la traîne dans la dernière partie de presque toutes les constitutions existantes. Hein. Et pour différentes raisons, là, mais que j'ai mentionnées précédemment. Mais en fait, la première commission dans une assemblée comme la vôtre, hein, donc la commission la plus importante, entre guillemets, si vous me permettez si vous me pardonnez pour les autres, là, mais en termes qui a une importance prioritaire. Hein, ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas, au contraire, hein, tout détail est important, mais qui a une importance capitale prioritaire et qui devrait être mis en numéro 1, c'est la question du pouvoir constitutionnel. Hein? Et puis donc, l'assemblée thématique 6 dans le groupe Constitution devrait être l'assemblée numéro 1. Hein?
Puis c'est une assemblée c'est une question qui est plus importante que les autres, hein? Entre autres parce que même le préambule puis tout ça va découler de ce qu'on décide là. Hein? Si on décide de mettre en place une assemblée constitutionnelle avec des citoyens tirés au sort, là, on ne va pas nécessairement appeler ça de la même manière dans le préambule que de dire qu'on est un État démocratique, blablabla. Hein? Et autrement dit, on va peut-être chercher à développer un peu, on est démocratique, mais comment? Hein? Et puis donc, ça va avoir des incidences ailleurs. Et puis donc, ce qui se décide là, puis ce qui se décide dans la commission 2, qui devrait être celle sur les institutions politiques, va ensuite, disons, devoir être repris dans celle du préambule. Il y a d'autres choses dans le préambule dont je suis conscient, là, mais la nature du régime, hein, qui est la question essentielle, la question constitutionnelle essentielle, dépend, hein, de ces deux questions-là, mais principalement de qui exerce le pouvoir constitutionnel dans un État. Hein. Et la deuxième commission devrait être celle sur les institutions politiques. Ensuite, la troisième, en ordre logique d'importance, si on peut dire, devrait être celle sur les institutions locales. Hein, pas nécessairement d'importance, mais dans une suite d'idées. Hein. La quatrième pourrait être celle sur les droits et les devoirs des citoyens, hein, et puis les droits fondamentaux, là, et la dernière et la cinquième pourrait être celle sur les Autochtones, le monde, la francophonie, les Amériques, et puis le lien du Québec avec le reste, le Canada aussi, bien sûr, hein, pour l'instant. Et donc, et puis la question du préambule, puis tout ça, hein, bon, on pourrait en faire une sixième commission, tout comme on pourrait en faire un acte ou un geste après, si on peut dire. On pourrait mettre ça en 6 en termes d'importance, là, parce qu'en fait, dans le préambule, il n'y a rien qui a une implication juridique directe. Hein. Pas dire qu'un préambule, c'est pas important. Hein? Un beau préambule, ça aide à bien vendre sa constitution. Quand regardez ce que Jefferson a fait aux États-Unis, par exemple, puis on va encore citer ces grandes phrases-là à Jefferson, puis Franklin, puis d'autres, là, mais on va encore citer ces grandes phrases-là, puis en faire des références intellectuelles, morales, puis quasiment spirituelles pour certaines personnes. Puis donc, ça, hein, ça devrait être l'organisation logique des commissions thématiques, mais ça devrait aussi être l'organisation de la Constitution elle-même. C'est-à-dire que l'article numéro 1 doit porter sur le pouvoir constitutionnel, hein, l'article numéro 2, 3, 4, 5 sur les pouvoirs constitués, et ensuite, etc., sur les pouvoirs locaux, hein, régionaux locaux, et puis ensuite sur les institutions régionales et locales, et puis ensuite sur les autres questions. Je suis conscient que, bon, historiquement, les autres constitutions se sont faites un peu à l'inverse, là, mais en termes d'importance, je pense qu'il est indéniable qu'il est plus important de déterminer comment on va procéder à la révision de notre Constitution que de décider qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça peut sembler un peu étrange de dire ça, là, mais quand on y pense, c'est plutôt logique. Hein, parce que si la manière qu'on révise notre Constitution est bonne ou est mauvaise, ça va permettre ou empêcher les gens plus tard de changer la leur, hein, ce qui va être celle qu'on va leur léguer. Et puis donc, si on veut leur permettre de faire ce que nous on fait, hein, il faut que le mécanisme soit le meilleur possible. Ceci pour dire que voilà, ceci étant dit plutôt, hein, dans la prochaine présentation, excusez-moi, là, avant de... Non, je pense que ça va. Je me demandais si j'avais pas un autre commentaire à ajouter, là, mais je pense que j'ai assez parlé. Et donc, dans la prochaine présentation, je vais en arriver à l'Assemblée citoyenne de la Colombie-Britannique, qui est aussi un exemple hyper intéressant par rapport à votre Assemblée, hein, et puis, entre autres, parce qu'elle avait un pouvoir réel, hein, mais un genre d'enjeu similaire aussi. Et finalement, je vais arriver aussi à parler de la Grèce antique, donc on remonte dans le temps, comme je vous l'ai dit, hein, et plutôt de la cité d'Athènes, hein, qui était la cité mère de l'idée de démocratie dont on s'inspire aussi ardemment de nos jours. Et donc, je vais parler de ça dans le prochain vidéo, la prochaine présentation. Et après tout ça, hein, je vais en arriver à proposer une assemblée citoyenne et constitutionnelle qui s'appellerait l'Assemblée constitutionnelle du Québec dans la section qui va suivre.